Salut à tous et bon retour dans notre cours d'ingénierie des fondations. On va essayer de progresser. Euh, je pense qu'on est toujours sur le premier chapitre, hein, examen mécanique des sols utilisés dans la conception des fondations. OK? Donc, et je ne sais pas si la résistance des sols, nous sommes sur la cinquième partie là. Cette partie, compressibilité et tassement. OK? Donc, je vais juste arranger ça et puis on continue. Donc, on avait vu une première partie. La vidéo précédente, c'était vraiment aussi sur cette partie, compressibilité et tassement. Et cette vidéo aussi, ça sera sur le même sujet, compressibilité et tassement du sol. OK? Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et je vous recommande quand même de revoir la première partie. Ça va vous permettre de bien comprendre cette deuxième partie-là. Parce qu'on va utiliser d'autres informations qui viennent de la première partie. Donc, la première partie de cette vidéo consiste à faire un exemple en utilisant les informations qu'on a eu à faire dans la première partie, notamment cette courbe-là et ce tableau. Donc, cette courbe qui nous donne les résultats des tests de compression à une dimension là au labo. OK? Et on va utiliser ces deux informations, c'est-à-dire la, la courbe, la figure, et puis le tableau, pour calculer ce coefficient de compressibilité-là. OK? C'est pour calculer CV, coefficient de consolidation, si vous voulez. Donc, voici l'exemple en question. Donc, on vous demande de calculer les CV, coefficient de consolidation là, en utilisant les informations sur cette figure. Il y a une chose qu'il faut préciser, les informations sur cette figure sont vraiment particulières à un sol donné. Ça ne veut pas dire que tout le temps c'est comme ça. OK? Donc, en fonction du sol, de l'échantillon d'argile que vous avez testé, vous allez obtenir des résultats différents. Voilà. Donc, on vous demande de calculer ça. Donc, ce qu'il faut faire, il faut aller chercher les informations à la compressibilité 50%. Donc, quand vous voyez ici, cette figure nous montre quoi? Le U, c'est-à-dire, c'est la moyenne de la compressibilité. U 100%. U 100, c'est-à-dire, ça correspond à la compressibilité à 100%. Quand vous voyez ici, on a dit que U100, c'est combien? 0,72 mm, c'est ça? Et quand vous regardez ici, arrivé à un certain moment, votre échantillon diminue, 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 diminue. À un certain moment, ça ne diminue plus. Ça reste constant. Le volume ne change plus. Il n'y a plus de déformation. Vous voyez? Déformation a commencé depuis 1,52 selon ici. Et U0, ça veut dire que à 0 à l'initial, sans déformation, on a 101,52 mm. Donc, vous continuez de compresser. Plus vous compressez, plus il y a des déformations, il y a des déformations. Arrivé à un certain moment, autour de 0,72, c'est juste en bas de 0,7 là. Vous voyez qu'il n'y a plus de déformation. La courbe, elle devient horizontale. Donc, à partir de là, on dit qu'on a atteint 100% de déformation, 100% de tassement. D'accord? Donc là, on est à 100% de notre consolidation. Maintenant, 50% va correspondre à combien? Donc, ça sera juste à peu près, comment dirais-je? On peut dire le milieu, OK? Le milieu de cette courbe-là. Donc, c'est ça, vous allez être amené à chercher. C'est ça qu'il faut chercher.
Donc, pour avoir ça, le milieu là, après ici, là où la courbe là, vous voyez, la courbe commence à changer un peu de direction. C'était comme ça. Donc, c'est-à-dire, en réalité, c'est là où la courbe là est tangente. Cette droite là, vous voyez la tangente. Donc, c'est ça le milieu. Donc, on va chercher, nous, d'abord, les temps qui correspondent à ces 50% là. Donc, quand vous projetez, à peu près ici, vous allez voir que ça fait à peu près 2,25 minutes. Parce que ça, c'est échelle logarithmique. Hein. OK? Vous avez 0,1 ici, 1 ici, 10, 100. Donc, on va dire que ça, c'est à peu près 2,25 minutes. Donc, vous convertissez ça, et c'est ça qui correspond à 50%. Hein, parce que c'est ce qui est ici, 1,12 mm. 50%. 50% de la consolidation totale. Donc, 1,12 et 2,25 minutes, ici, là, vous convertissez ça en secondes. C'est ça qui donne 1,35 secondes. OK? Donc, le 1,35 secondes, vous gardez ça parce que c'est ça qu'on va utiliser après pour calculer ce coefficient de consolidation là. Donc, après ça, maintenant, vient au temps d'utiliser le tableau. 50%. Quelle est la valeur de T? Facteur de temps. C'était la facteur de temps. Quelle est la valeur de ce facteur de temps à la consolidation à 50% d'une consolidation? On vous dit que si vous êtes à 50% d'une consolidation, la valeur de T là égale à 0,197. OK? Donc, I égale à 50%, T égale à 0,197. C'est ce qu'on vous dit. Donc, d'après le tableau. Donc, ce que vous avez aussi comme information chez HDL, on vous a dit que c'est la plus longue distance de drainage. Donc, le HDL, si vous vous rappelez des dimensions de l'échantillon dans les tests là, du labo, on vous a dit que ça fait, je pense, 62,5 mm et 25 mm. Donc, la largeur, c'est-à-dire le diamètre, c'est 62,5. Maintenant, l'épaisseur de l'échantillon, c'est 25 mm. Donc, c'est les 25 mm là, divisé par 2 qui donne les 12,5 mm. Voici de quoi je parle. Quand vous voyez ici l'appareil pour faire les tests, votre échantillon sera placé ici. Donc, la largeur, c'est-à-dire le diamètre de ce récipient-là, ça fait 62,5 mm. OK? Maintenant, la hauteur de l'échantillon sera 25 mm. Mais on vous a dit que le HDR, c'est la distance la plus longue de drainage. OK? Donc, on suppose que le drainage peut se faire de deux côtés. Parce que naturellement, latéralement, il n'y a pas de drainage. L'eau ne peut pas sortir de ce côté-là. L'eau sort soit en haut, soit en bas. On est d'accord? Donc, la distance, on suppose que une goutte d'eau, par exemple, va quitter le centre de l'échantillon et peut aller en haut ou bien en bas. Peut être drainé de là-haut ou d'en bas. Donc, du centre jusqu'au haut, ça fait la moitié de l'épaisseur. Ça fait 12,5 mm. Donc, c'est les 25 là, divisé par les 12,5 mm là, qui sont dans ça. Donc, cette information-là aussi est connue. OK? Mais comme je dis, les informations ici, là, le temps ici, ça va dépendre de l'échantillon. Hein. OK? Ça va dépendre de l'échantillon, du type de sol que vous avez. Voilà. Mais ça, là, les autres, c'est constant, quoi. C'est donné. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Si vous avez le T, le facteur de temps, attention, il ne faut pas confondre temps et puis facteur de temps. Si vous avez le facteur de temps, T ici, qui est 0,197, pardon, et vous avez le H. Donc, vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez déterminer les CV en ce moment. Il suffit juste de faire un produit croisé. Donc, T,
multiplié par h au carré. On va faire ça ensemble. Qu'est-ce que ça va donner? Le t, c'est 0,193, ce qui est là, 0,197. Pourquoi j'ai continué à dire 93? Je ne sais pas. Donc, multiplié par 12,5 au carré. Qu'est-ce que ça va donner? Ça fait 30,78, quelque chose comme ça. OK? Donc, là, c'est la première étape de calcul que vous allez faire. Parce que si vous multipliez ce facteur de temps là, comme c'est un facteur, il n'y a pas d'unité, multiplié par h au carré, h étant en millimètres, h fois h, et donc millimètre fois millimètre, ça va faire millimètre au carré. Donc, les 30,78 que vous obtenez là, ça sera en millimètres carré. Pourtant, nous voulons ça, millimètre carré par seconde. Nous voulons les CV là, millimètre carré par seconde. Donc, ce que vous allez faire, vous allez diviser les 30,78 là, divisé par le temps ici. Ça sera la deuxième étape. Donc, 30,78, j'ai ça, mon résultat, c'est ma calculatrice. Si je divise par 135, vous allez avoir exactement, en utilisant l'équation, vous allez avoir 0,228 mm carrés par seconde. OK? Donc, voici comment vous obtenez les coefficients de consolidation. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne la première partie de cette vidéo qui consiste à faire un exemple de calcul de ces coefficients de consolidation. Nous allons attaquer la deuxième partie de cette vidéo qui est aussi vraiment intéressante, mais c'est toujours dans l'objectif de calculer les tassements de consolidation dans les argiles saturées. OK? Donc, allons-y. Vous vous rappelez de notre appareil là pour faire les tests. Donc, cet appareil-là, ce que vous pouvez faire est que vous pouvez augmenter les charges, la pression et calculer les tassements correspondants. Et aussi l'indice de vide à chaque fois. Vous voyez les charges qui sont ici, là, les charges posées ici. Vous pouvez changer. Voici ici où vous devez déposer les charges pour charger. Donc, les charges, vous changez, vous pouvez faire les tests en changeant les charges. Quand vous changez la charge, vous changez la pression. OK? Charge divisée par surface, par la section de votre échantillon, ça donne la pression. Hein? Donc, à chaque fois que vous faites ça, vous allez obtenir ce qu'on appelle un post-consolidation, l'indice, pas indice de vide, comment on appelle? L'indice de vide de post-consolidation. Donc, la pression. Ici, on vous dit que la pression que vous devez appliquer là, vous devez la doubler à chaque fois. Donc, à chaque fois, vous augmentez la charge de telle sorte que la pression double. OK? Et la variation de l'indice de vide post-consolidation. Post-consolidation, ça veut dire à l'équilibre. Ça veut dire que l'eau est partie parce qu'on vous a dit que quand vous appuyez, l'eau part et après l'équilibre des pressions interstitielles, maintenant, la pression que vous allez envoyer sera une pression effective. L'eau ne va plus aider à supporter les charges, la pression. Donc, on peut tracer une courbe. Pression, indice de vide. Pression, indice de vide. Pression effective. Voilà. Et cette courbe-là va nous donner beaucoup d'informations. La courbe est tracée à partir de en utilisant cette équation.
OK? Parce qu'on sait que delta est égal à 1 plus E0. Qu'est-ce que je raconte, moi? Delta E divisé par 1 plus E0 égale à delta H divisé par H. OK? Donc, vu que vous avez votre H à l'initiale, donc le H, c'est l'épaisseur à l'initiale. Le E0, c'est l'indice de vide initial. On est d'accord? Donc, l'indice de vide initial. Et delta H, c'est la variation, changement de l'épaisseur. C'est quand vous comprimez une couche d'argile, hauteur initiale, après delta H, ça va changer. Et delta E, c'est l'épaisseur de l'indice de et changement de l'indice de vide. OK? Changement de l'indice de vide. Donc, vous pouvez avoir l'indice de vide correspondant à chaque fois si vous avez cet indice de vide initial. Changement de l'indice de vide là. Parce que l'indice de vide initial, vous pouvez l'obtenir au labo. OK? Maintenant, le delta E, c'est-à-dire variation de l'indice de vide, vous pouvez obtenir ça en utilisant l'équation 17A. Parce que quand vous allez compresser le sol, au moins vous pouvez savoir la variation de l'épaisseur. C'est la déformation, comme la figure qu'on vient d'utiliser là. Donc, à partir de la variation de l'épaisseur, vous pouvez calculer le delta E, c'est-à-dire la variation de l'indice de vide, en utilisant cette formule. Et en utilisant ce delta E et connaissant l'indice de vide initial, vous pouvez calculer le E qui correspond. C'est-à-dire, vous pouvez calculer à chaque fois qu'il y a un changement d'épaisseur, de déformation, c'est-à-dire déformation, changement d'épaisseur là, c'est l'épaisseur initiale moins déformation. OK? À chaque fois, vous pouvez avoir donc delta H là, variation de l'épaisseur de la couche, en faisant l'épaisseur initiale moins l'épaisseur et la nouvelle épaisseur. La nouvelle épaisseur, vous pouvez l'obtenir en utilisant l'épaisseur initiale moins les déformations. La figure qu'on vient juste d'utiliser pour calculer là. OK? Donc, si vous avez delta H, en utilisant la formule 17A, cette formule-là, vous pouvez avoir delta E. On est d'accord? Donc, ce delta E là, vous l'utilisez. Supposons que vous connaissez l'indice de vide initial. Vous pouvez déterminer l'indice de vide initial. On vous a montré dans le chapitre numéro 2, non? Comment calculer ça, je pense. OK? Ils sont les saturés. Donc, et vous pouvez calculer à chaque fois l'indice de vide, le nouveau, la nouvelle indice de vide, mais le nouveau indice de vide correspondant à chaque variation d'épaisseur en utilisant ça. Voilà. Donc, vous pouvez tracer la courbe indice de vide, pression, indice de vide, pression. À chaque pression que vous augmentez la pression, on a dit en doublant, non? Vous doublez, vous allez avoir une nouvelle pression. Cette pression-là va amener un changement d'épaisseur. Donc, le changement d'épaisseur, vous pouvez mesurer et vous calculez l'indice, le nouveau indice de vide. Donc, vous prenez l'indice de vide et la pression, vous tracez la courbe à chaque fois. Donc, vous allez obtenir, il faut vraiment vous rappeler ici que la pression qui sera utilisée, puisque vu que ça sera après l'équilibre, après dissipation des pressions interstitielles, l'indice de vide que vous allez obtenir sera l'indice de vide à l'équilibre.
Ce qui veut dire que la contrainte là sera une contrainte effective. La pression effective, c'est P'. La pression totale sera égale à la pression effective. Ce que ça veut dire. Donc, la courbe que vous allez tracer là, ça sera la courbe E versus P', pression effective. Ok? C'est ce que ça veut dire. Donc, voici un exemple d'une courbe. Encore une fois, ces valeurs qui sont là, la 60, ici, les valeurs qui sont là, 1,085 et 93, ces valeurs-là, c'est juste un exemple. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, c'est pareil. Donc, voici la courbe, une courbe typique de ça. En axe des ordonnées ici, vous avez les indices de vide. OK? En abscisse, l'axe horizontal, vous avez le logarithme, c'est log, hein, c'est le logarithme de la pression que vous avez apporté. OK? Et si vous remarquez, cette courbe-là a deux portions. Une première portion et une deuxième portion. Et nous pouvons tirer trois informations de cette courbe. La première portion là, a une pente. Vous connaissez comment on calcule pente d'une droite, non? Delta Y divisé par delta X. Ça, c'est depuis le lycée. Vous connaissez ça. Donc, cette pente est une information dont on aura besoin pour calculer les tassements. La deuxième partie de la courbe, le deuxième segment de la courbe, ce segment-là, aussi a une pente. Et cette pente, cette deuxième pente, aussi sera une information dont on aura besoin. Et une autre information dont on aura besoin, c'est la pression équivalente à l'endroit où la courbe là change de direction. Vous voyez ici, là on était dans cette direction, après, hop, ça change de direction ici. Donc, le premier cas, la première information, on va appeler ça indice de récompression. Et ça, c'est la pente de la première section, du premier segment de notre courbe. Le CR, indice de récompression. Si vous voyez ici, 1,095, c'est à peu près ici, ça correspond à l'ordonnée de ce point-là. Ok? Si vous voulez, vous pouvez tirer jusqu'à là. Moins 1,045, c'est-à-dire ici. Donc, ça correspond à cette première portion. Et vous divisez par log de 60 moins log de 10. Donc, c'est ça qui va vous donner la pente. Comme je l'ai dit, pente égale à delta Y divisé par delta X. On est d'accord? L'autre, c'est l'indice de compression. Ça, c'est la pente de la deuxième section de cette courbe. Donc, là, vous faites les 1,045 moins 0,93. Ça, c'est le delta Y. Que vous divisez par, vous voyez, les coordonnées de ce point et coordonnées de ce point. Divisez donc par log de 120 moins log de 60. Donc, c'est le double. Mais comme c'est logarithmique, là, c'est ça qui fait que vous voyez comme si c'est différent. OK? Donc, vous obtenez ici une valeur de 0,382. On appelle ça indice de compression. Donc, la dernière information ici, c'est la pression, ce qu'on appelle pression de préconsolidation. Et c'est la pression qui correspond
au changement de direction de la courbe. Et ça, dans ce cas ici, c'est 60 PC. J'espère que c'est clair. Donc, allons-y, on progresse. On a déjà ces trois informations-là. Donc, je vais les garder ici. Trois informations. Indice de recompression, indice de compression, pression de préconsolidation. D'accord? Donc, on va voir maintenant comment utiliser ces informations-là pour calculer les tassements. Donc, il est possible d'utiliser ces informations pour calculer les tassements ultimes, tassement ultime de consolidation d'une couche d'argile d'épaisseur initiale H et d'augmentation de pression moyenne delta P. Donc, delta P ici, là, il faut que ça soit clair pour vous. Delta P, c'est la pression supplémentaire apportée par la construction de la fondation. Donc, si vous avez une semelle qui vient se poser, parce que avant même l'arrivée de la semelle, parce qu'on suppose que la semelle va aller à une certaine profondeur. OK? Et cette profondeur-là, à cause des couches du sol qui existent au-dessus de cette profondeur, il y a déjà une pression initiale. C'est la contrainte verticale effective. Là. OK? Donc, le sol, si vous êtes, votre fondation est à 4 mètres de profondeur, donc le sol, les couches du sol qui sont au-dessus de cette profondeur-là ont déjà une pression initiale qui correspond à la pression, la contrainte effective verticale. Et maintenant, vous allez apporter une pression supplémentaire à cause de la construction de votre fondation. Et c'est cette pression supplémentaire-là, l'augmentation, variation de la pression-là, c'est ça qui est delta P. J'espère que c'est clair. Donc, si vous avez ces informations, vous pouvez calculer les tassements ultimes de consolidation. OK? En fonction, donc, de la contrainte initiale, ce que je disais tout de suite, la contrainte effective, dit aux pressions et les terres surcharge, et l'incrément des charges, ça sera dit à l'ajout, la construction de la fondation. Vous avez trois possibilités, A, B, C. La première possibilité, c'est que vous voyez ces ronds-là, ce premier rond-là, c'est la contrainte initiale. Ce deuxième rond, ça sera la contrainte initiale plus la surcharge, plus variation des charges due à la construction de la fondation. OK? Donc, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que dans ce premier cas, la pression de préconsolidation, PC, là, est inférieure aux deux. C'est-à-dire, la pression de préconsolidation est inférieure à la pression initiale et, bien évidemment, sera aussi inférieure à la pression initiale plus pression finale. Ce qu'ils appellent pression finale ici, c'est la pression initiale plus la pression due à la construction de la semelle. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ici, on a tous les deux qui sont inférieurs à la pression de consolidation. C'est-à-dire la pression de consolidation, là, la définition est là, hein, pression de consolidation, est plus grande que la pression initiale, mais encore plus grande aussi que la pression finale, c'est-à-dire pression initiale plus delta P. Et le troisième cas, c'est le cas où la pression de consolidation là, se trouve en plein milieu de D. C'est-à-dire entre la pression initiale et la pression finale. Ça, c'est le troisième cas. Donc, pour chaque cas, nous pouvons calculer le tassement de consolidation qui va correspondre. Il ne faut pas oublier que ces courbes-là, vous pouvez les faire au labo en utilisant l'appareil qu'on a présenté, le test de consolidation unidimensionnelle, en changeant, doublant les charges. À chaque fois, change la pression, tu peux obtenir cette courbe-là.
Tu changes la pression, tu calcules l'indice de vide correspondant. Tu changes la pression, tu calcules l'indice de vide correspondant. OK? Donc, on continue. Avec cette formule, vous pouvez calculer le tassement correspondant pour chacun de ces trois cas en utilisant cette formule. Cette formule utilise soit l'indice de compression, soit l'indice de recompression. Ici, au numérateur, ou soit les deux en même temps. Voilà. Donc, on va voir pour chaque cas quelle formule utiliser. Mais tout va venir de cette formule. Voilà, il suffit juste de choisir l'un ou l'autre ou l'un des deux des indices. OK? Donc, pour le premier cas, donc je disais, le cas où la pression initiale, la contrainte initiale, c'est-à-dire la contrainte verticale effective initiale, elle est plus petite que la pression de consolidation, la contrainte de préconsolidation. Donc, c'est ce qu'on a ici, l'exemple qui est là. Donc, dans ce cas, vous avez cette formule. Vous utilisez l'indice de compression, les CC, parce que ici, vous voyez que toutes les pressions là sont sur cette dernière portion de la courbe. Donc, pour cette dernière portion de la courbe, la pente correspondante, c'est le coefficient, c'est le C, c'est le coefficient de compression. Donc, voici la formule correspondante. Deuxième cas, le B là, c'est le cas où, vous voyez que toutes les deux, la pression initiale et la pression finale. Je répète, la pression finale, c'est la pression initiale plus le delta P, variation de la pression due à l'apport de la fondation, de la charge de la fondation. Donc, tous les deux sont plus petits que la pression de préconsolidation. Donc, dans ce cas, ce que vous allez utiliser, vous voyez qu'on est sur la première partie de la courbe, le premier segment de la courbe. Donc, c'est la pente de cette première partie de la courbe qu'on va utiliser. C'est-à-dire le CR, l'indice de récompression. Donc, la formule là sera comme ça. C'est là. La différence ici, c'est CC, alors que ici c'est CR. C'est tout la différence comme ça. Voilà. Donc, si vous vous trouvez sur cette portion, vous allez utiliser le CC. Si vous vous trouvez, vous voyez que tous les deux ronds là, contrainte initiale, contrainte finale, tous les deux ronds se trouvent sur cette portion. Donc, voici pourquoi on a utilisé CR ici. La seule différence, c'est ça, entre les deux formules. Vous pouvez vérifier. Donc, le troisième cas, où maintenant, on a un point contrainte initiale qui est là, sur cette première portion de la courbe, et la contrainte finale est sur cette dernière portion de la courbe. Et la contrainte, la pression de préconsolidation est pile au milieu des deux. Donc, dans ce cas, vous êtes obligé d'utiliser tous les deux indices, l'indice de recompression et l'indice de compression. En même temps, vous devez les utiliser. Donc, ça, c'est le troisième cas ici. OK? Donc, voici la formule. Elle devient plus longue. La première partie de la formule, ça utilise l'indice de recompression. Et la deuxième partie, vous utilisez l'indice de compression. Voilà. Donc, ici, il y a une petite différence. Ici, vous voyez que c'est PC seulement vous utilisez. Là, c'est delta et sigma V0 plus delta P que vous utilisez. OK? Ici, c'est divisé par PC. Ici, c'est divisé par sigma prime V0. Donc, je pense que les formules pour calculer contrainte des je vais dire tassement de consolidation, c'est assez clair maintenant. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que souvent, on a besoin de savoir delta P.
S'il vous plaît, ce qui est en bleu là, ça, ce sont les numéros des équations. Hein. 1,18A, 1,18B, 1,18C là. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont facilement... Ils sont les numéros des équations. Donc, il y a une manière d'obtenir l'augmentation moyenne de la pression delta et delta P là, dans une couche d'argile en utilisant ce diagramme-là qu'on appelle diagramme de Newmark. OK? C'est possible d'avoir ça. Donc, vous pouvez dessiner la semelle sur ce diagramme-là en utilisant ici l'échelle. Si vous agrandissez par exemple cette figure, si vous zoomez, vous allez voir que la distance AB va augmenter. Donc, vous mesurez la distance à chaque fois. Si ça correspond à 1 cm par exemple, et que votre semelle mesure des mètres sur des mètres, donc en fonction de ça, vous allez dessiner votre semelle. OK? Si vous rétrécissez le schéma, par exemple, peut-être ça peut correspondre ici, cette distance peut correspondre à 0,5 cm par exemple. Donc, dans tous les cas, vous utilisez cette échelle-là pour calculer votre, pour dessiner votre semelle. OK? Voilà. Donc, l'échelle va vous permettre de dessiner. C'est l'équation là. C'est cette équation qui va vous permettre de déterminer delta P, la variation de la pression. Q, I, M. Vous multipliez seulement. Le Q, c'est la pression de contact, tout simplement. On va définir I, M tout de suite. Donc, la semelle là doit être dessinée de manière à ce que la projection verticale de l'endroit où vous voulez, où vous souhaitez estimer les tassements là, coïncide au centre de la carte, au centre de ces diagrammes-là. Si vous voulez estimer les tassements en plein milieu de la fondation, donc vous devez dessiner la fondation de telle sorte que le centre de votre fondation soit coïncide au centre de ces diagrammes. Si vous voulez mesurer le tassement au coin de votre fondation, donc vous devez tracer la fondation de telle sorte que les coins de votre fondation coïncident au centre de ces diagrammes. Si vous voulez un exemple sur comment faire ça, on peut trouver un exemple aussi pour ça. OK? Donc, je disais que les Q là, c'est la pression de contact. Ça, c'est facile. Pression, c'est la force qui arrive divisée par la section de votre semelle. Maintenant, les I, c'est facteur d'influence. Les I est déjà là. C'est déjà donné ici. OK? La valeur de I. Maintenant, M, qui est plus complexe, quand vous allez dessiner votre semelle, le nombre de carrés, le nombre d'éléments que la semelle va couvrir ici va correspondre à la valeur M. Voilà. C'est ça la valeur M. Il suffit juste de compter le nombre. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc ça va vous permettre d'avoir la pression, la variation de la pression au niveau de votre couche. C'est-à-dire en profondeur. Parce qu'on suppose que quand vous faites la fondation, souvent il y a une couche d'argile en profondeur de la fondation, en bas de la fondation. Donc, comment savoir la variation de la pression que va apporter votre fondation là sur cette couche
d'argile là, qui est peut-être à 10 mètres de profondeur, ou 5 mètres de profondeur, ou 2 mètres de profondeur. C'est ça qu'il faut chercher. OK? Donc, s'il y a une couche d'argile qui existe, il ne faut pas négliger. Hein? S'il y a une couche d'argile saturée quelque part sous votre fondation, si vous la négligez, ça peut causer problème. Il faut estimer les tassements. Est-ce que les tassements de cette couche-là sont négligeables ou ce n'est pas négligeable? Donc, vous voyez souvent les gens qui construisent des maisons, après quelques mois ou quelques années, la maison commence à s'incliner, à être inclinée. Parce que vous avez négligé les tassements. Surtout s'il y a une couche d'argile en profondeur. Là, il faut faire attention. Donc, je pense que ça, cette deuxième partie va boucler tout ce qui concerne les tassements du sol. Hein. Voilà. La première partie, on avait parlé des tassements sur les sols granulaires. Ça, il y a des formules, c'est très simple pour calculer parce que c'est basé sur la formule, sur théorie d'élasticité. C'est ce qu'on avait dit. Maintenant, pour ce qui s'agit des argiles, je pense que dans la première vidéo aussi, on avait parlé de ça. Et voici cette vidéo aussi qui vient compléter tout ce qui concerne pour les argiles. Tassement de consolidation. Voilà. Donc, je pense que vous êtes maintenant prêt pour calculer ce genre de choses. Je juste te rappelle plus de façon. OK? Donc, on va arrêter là et on va se dire à la prochaine. Merci beaucoup.